Les demoiselles de Bienfilâtre. À Monsieur Théodore de Banville. De la lumière. Dernière parole de Goethe. Pascal nous dit qu'au point de vue des faits, le bien et le mal sont une question de latitude. En effet, tel acte humain s'appelle crime ici, bonne action là-bas, et réciproquement. Ainsi, en Europe, l'on chérit généralement ses vieux parents. En certaines tribus de l'Amérique, on leur persuade de monter sur un arbre, puis on secoue cet arbre. S'il tombe, le devoir sacré de tout bon fils est, comme autrefois chez les Messéniens, de les assommer sur-le-champ à grands coups de tomahawk, pour leur épargner les soucis de la décrépitude. S'ils trouvent la force de se cramponner à quelques branches, c'est qu'alors ils sont encore bons à la chasse ou à la pêche, et alors on sursoit à leur immolation. Autre exemple, chez les peuples du Nord, on aime à boire le vin, flot rayonnant où dort le cher soleil. Notre religion nationale nous avertit même que le bon vin réjouit le cœur. Chez le mahométan voisin, au sud, le fait est regardé comme un grave délit. À Sparte, le vol était pratiqué et honoré. C'était une institution hiératique, un complément indispensable à l'éducation de tout lacédémonien sérieux. De là, sans doute, les Grecs. En Laponie, le père de famille tient à honneur que sa fille soit l'objet de toutes les gracieusetés dont peut disposer le voyageur admis à son foyer. En Bessarabie aussi. Au nord de la Perse, et chez les peuplades du Kaboul, qui vivent dans de très anciens tombeaux, si, ayant reçu dans quelque sépulcre confortable un accueil hospitalier et cordial, vous n'êtes pas, au bout de 24 heures, du dernier mieux avec toute la progéniture de votre hôte, guèbre, parsi ou wahhabite, il y a lieu d'espérer qu'on vous arrachera tout bonnement la tête. Supplice en vogue dans ces climats. Les actes sont donc indifférents en tant que physiques. La conscience de chacun les fait, seul, bon ou mauvais. Le point mystérieux qui gît au fond de cet immense malentendu est cette nécessité native où se trouve l'homme de se créer des distinctions et des scrupules, de s'interdire telle action plutôt que telle autre, selon que le vent de son pays lui aura soufflé celle-ci ou celle-là. L'on dirait, enfin, que l'humanité tout entière a oublié et cherche à se rappeler, à tâtons, on ne sait quelle loi perdue. Il y a quelques années florissait, orgueil de nos boulevards, certain vaste et lumineux café, situé presque en face d'un de nos théâtres de genre, dont le fronton rappelle celui d'un temple païen. Là se réunissait quotidiennement l'élite de ces jeunes gens qui se sont distingués depuis, soit par leur valeur artistique, soit par leur incapacité, soit par leur attitude dans les jours troubles que nous avons traversés. Parmi ces derniers, il en est même qui ont tenu les rênes du char de l'État. Comme on le voit, ce n'était pas de la petite bière que l'on trouvait dans ce café des 1001 nuits. Le bourgeois de Paris ne parlait de ce pandémonium qu'en baissant le ton. Souvente fois, le préfet de la ville y jetait négligemment, en manière de carte de visite, une touffe choisie, un bouquet inopiné de sergents de ville. Ceux-ci, de cet air distrait et souriant qui les distingue, y époussetaient alors, en se jouant, du bout de leur sortie de bal, les têtes espiègles et mutines. C'était une attention qui, pour être délicate, n'en était pas moins sensible. Le lendemain, il n'y paraissait plus. Sur la terrasse, entre la rangée de fiacres et le vitrage, une pelouse de femmes, une floraison de chignons échappés du crayon de Guy, attifés de toilettes invraisemblables, se prélassaient sur les chaises, auprès des guéridons de fer battu peints en vert espérance. Sur ces guéridons étaient délivrés des breuvages. Les yeux tenaient de l'émerillon et de la volaille. Les unes conservaient sur leurs genoux un gros bouquet, les autres un petit chien, les autres rien. Vous eussiez dit qu'elles attendaient quelqu'un. Parmi ces jeunes femmes, 2 se faisaient remarquer par leur assiduité. Les habitués de la salle célèbre les nommaient, tout court, Olympe et Henriette. Celle-là venait dès le crépuscule, s'installait dans une anfractuosité bien éclairée, réclamait, plutôt par contenance que par besoin réel, un petit verre de Vespetro ou un Mazagran, puis surveillait le passant d'un œil méticuleux. Et c'étaient les demoiselles de Bienfilâtre. Leurs parents, gens intègres, élevés à l'école du malheur, n'avaient pas eu le moyen de leur faire goûter les joies d'un apprentissage.
le métier de ce couple austère consistant, principalement, à se suspendre à chaque instant, avec des attitudes désespérées, à cette longue torsade qui correspond à la serrure d'une porte cochère. Dur métier, et pour recueillir, à peine éclairsemés, quelques deniers à Dieu. Jamais un terne n'était sorti pour eux à la loterie. Aussi bien Filâtre maugréait-il, en se faisant, le matin, son petit caramel. Olympe et Henriette, en pieuses filles, comprirent de bonne heure qu'il fallait intervenir. Sœurs de joie depuis leur plus tendre enfance, elles consacrèrent le prix de leur veille et de leur sueur à entretenir une aisance modeste, il est vrai, mais honorable dans la loge. Dieu bénit nos efforts, disaient-elles parfois, car on leur avait inculqué de bons principes, et, tôt ou tard, une première éducation, basée sur des principes solides, porte ses fruits. Lorsqu'on s'inquiétait de savoir si leur labeur, excessif quelquefois, n'altérait pas leur santé, elles répondaient évasivement, avec cet air doux et embarrassé de la modestie et en baissant les yeux. Il y a des grâces d'état. Les demoiselles de Bienfilâtre étaient, comme on dit, de ces ouvrières qui vont en journée la nuit. Elles accomplissaient, aussi dignement que possible, vu certains préjugés du monde, une tâche ingrate, souvent pénible. Elles n'étaient pas de ces désœuvrés qui proscrivent, comme des honorants, le saint calus du travail, et n'en rougissaient point. On citait d'elles plusieurs beaux traits dont la cendre de Montillon avait dû tressaillir dans son beau cénotaphe. Un soir, entre autres, elles avaient rivalisé d'émulation, et s'étaient surpassées elles-mêmes pour solder la sépulture d'un vieux oncle, lequel ne leur avait cependant légué que le souvenir de taloches variées, dont la distribution avait eu lieu naguère, au jour de leur enfance. Aussi étaient-elles vues d'un bon œil par tous les habitués de la salle estimable, parmi lesquels se trouvaient des gens qui ne transigeaient pas. Un signe amical, un bonsoir de la main répondait toujours à leurs regards et à leurs sourires. Jamais personne ne leur avait adressé un reproche, ni une plainte. Chacun reconnaissait que leur commerce était doux, affable. Bref, elles ne devaient rien à personne, faisaient honneur à tous leurs engagements, et pouvaient, par conséquent, porter haut la tête. Exemplaires, elles mettaient de côté pour l'imprévu, pour quand les temps seraient durs, pour se retirer honorablement des affaires un jour. Rangées, elles fermaient le dimanche. En filles sages, elles ne prêtaient point l'oreille aux propos des jeunes muguets, qui ne sont bons qu'à détourner les jeunes filles de la voie rigide du devoir et du travail. Elles pensaient qu'aujourd'hui la lune seule est gratuite en amour. Leur devise était célérité, sécurité, discrétion, et, sur leur carte de visite, elles ajoutaient spécialité. Un jour, la plus jeune, Olympe, tourna mal. Jusqu'alors irréprochable, cette malheureuse enfant écouta les tentations auxquelles l'exposait plus que d'autres, qui la blâmeront trop vite peut-être, le milieu où son état la contraignait de vivre. Bref, elle fit une faute. Elle aima. Ce fut sa première faute. Mais qui donc a sondé l'abîme où peut nous entraîner une première faute? Un jeune étudiant, candide, beau, doué d'une âme artiste et passionnée, mais pauvre comme Job, un nommé Maxime, dont nous taisons le nom de famille, lui conta des douceurs et la mit à mal. Il inspira la passion céleste à cette pauvre enfant qui, vu sa position, n'avait pas plus de droits à l'éprouver qu'Ève à manger le fruit divin de l'arbre de la vie. De ce jour, tous ses devoirs furent oubliés. Tout alla sans ordre et à la débandade. Lorsqu'une fillette a l'amour en tête, va te faire l'enlaire. Et sa sœur, hélas, cette noble Henriette, qui maintenant pliait, comme on dit, sous le fardeau. Parfois elle se prenait la tête dans les mains, doutant de tout, de la famille, des principes, de la société même. Ce sont des mots, criait-elle. Un jour, elle avait rencontré Olympe vêtue d'une petite robe noire, en cheveux, et une petite jatte de fer-blanc à la main. Henriette, en passant, sans faire semblant de la reconnaître, lui avait dit très bas: « Ma sœur, votre conduite est inqualifiable. Respectez au moins les apparences. » Peut-être, par ces paroles, espérait-elle un retour vers le bien. Tout fut inutile. Henriette sentit qu'Olympe était perdue. Elle rougit et passa. Le fait est qu'on avait jasé dans la salle honorable. Le soir, lorsque Henriette arrivait seule, ce n'était plus le même accueil. Il y a des solidarités. Elle s'apercevait de certaines nuances, humiliantes.
on lui marquait plus de froideur depuis la nouvelle de la malversation d'Olympe. Fière, elle souriait comme le jeune Spartiate dont un renard déchirait la poitrine, mais, en ce cœur sensible et droit, tous ses coups portaient. Pour la vraie délicatesse, un rien fait plus de mal souvent que l'outrage grossier, et, sur ce point, Henriette était d'une sensibilité de sensitive. Comme elle dut souffrir! Et le soir donc, au souper de la famille, le père et la mère, baissant la tête, mangeaient en silence. On ne parlait point de l'absente. Au dessert, au moment de la liqueur, Henriette et sa mère, après s'être jeté un regard à la dérobée et avoir essuyé une larme respective, avaient un muet serrement de main sous la table. Et le vieux portier, désaccordé, tirait alors le cordon, sans motif, pour dissimuler quelques pleurs. Parfois, brusque et en détournant la tête, il portait la main à sa boutonnière comme pour en arracher de vagues décorations. Une fois, même, le Suisse tenta de recouvrer sa fille. Morne, il prit sur lui de gravir les quelques étages du jeune homme. Là, « Je désirerais ma pauvre enfant, sanglota-t-il. Monsieur, répondit Maxime, je l'aime, et vous prie de m'accorder sa main. Misérable! S'était exclamé Bienfilâtre en s'enfuyant, révolté de ce cynisme. Henriette avait épuisé le calice. Il fallait une dernière tentative. Elle se résigna donc à risquer tout, même le scandale. Un soir, elle apprit que la déplorable Olympe devait venir au café régler une ancienne petite dette. Elle prévint sa famille, et l'on se dirigea vers le café lumineux. Pareil à la Mallonia déshonorée par Tibère et se présentant devant le Sénat romain pour accuser son violateur, avant de se poignarder en son désespoir, Henriette entra dans la salle des austères. Le père et la mère, par dignité, restèrent à la porte. On prenait le café. À la vue d'Henriette, les physionomies s'aggravèrent d'une certaine sévérité. Mais comme on s'aperçut qu'elle voulait parler, les longues plaquettes des journaux s'abaissèrent sur les tables de marbre, et il se fit un religieux silence. Il s'agissait de juger. L'on distinguait dans un coin, honteuse et se faisant presque invisible, Olympe et sa petite robe noire à une petite table isolée. Henriette parla. Pendant son discours, on entrevoyait, à travers le vitrage, les Bienfilâtre inquiets, qui regardaient sans entendre. À la fin, le père n'y put tenir. Il entrebâilla la porte, et, penché, l'oreille au guet, la main sur le bouton de la serrure, il écoutait. Et des lambeaux de phrases lui arrivaient lorsque Henriette élevait un peu la voix. L'on se devait à ses semblables, une telle conduite, c'était se mettre à dos tous les gens sérieux, un galopin qui ne lui donne pas un radis, un vaurien, l'ostracisme qui pesait sur elle, dégager sa responsabilité, une fille qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins, qui bâille aux grues, qui, naguère encore, tenait le haut du pavé. Elle espérait que la voix de ces messieurs, plus autorisée que la sienne, que les conseils de leur vieille expérience éclairée, ramèneraient à des idées plus saines et plus pratiques. On n'est pas sur la terre pour s'amuser. Elle les suppliait de s'entremettre. Elle avait fait appel à des souvenirs d'enfance, à la voix du sang. Tout avait été vain. Rien ne vibrait plus en elle. Une fille perdue. Et quelle aberration! Hélas! À ce moment, le père entra, courbé, dans la salle honorable. À l'aspect du malheur immérité, tout le monde se leva. Il est de certaines douleurs qu'on ne cherche pas à consoler. Chacun vint, en silence, serrer la main du digne vieillard, pour lui témoigner, discrètement, de la part qu'on prenait à son infortune. Olympe se retira, honteuse et pâle. Elle avait hésité un instant, se sentant coupable, à se jeter dans les bras de la famille et de l'amitié, toujours ouverts au repentir. Mais la passion l'avait emportée. Un premier amour jette dans le cœur de profondes racines qui étouffent jusqu'au germe des sentiments antérieurs. Toutefois l'esclandre avait eu, dans l'organisme d'Olympe, un retentissement fatal. Sa conscience, bourrelée, se révoltait. La fièvre la prit le lendemain. Elle se mit au lit. Elle mourait de honte, littéralement. Le moral tuait le physique, la lame usait le fourreau. Couchée dans sa petite chambrette, et sentant les approches du trépas, elle appela. De bonnes âmes voisines lui amenèrent un ministre du ciel,
L'une d'entre elles émit cette remarque qu'Olympe était faible et avait besoin de prendre des fortifications. Une fille à tout faire lui monta donc un potage. Le prêtre parut. Le vieil ecclésiastique s'efforça de la calmer par des paroles de paix, d'oubli et de miséricorde. « J'ai eu un amant, » murmurait Olympe, s'accusant ainsi de son déshonneur. Elle omettait toutes les peccadilles, les murmures, les impatiences de sa vie. Cela, seulement, lui venait à l'esprit. C'était l'obsession. Un amant, pour le plaisir, sans rien gagner. Là était le crime. Elle ne voulait pas atténuer sa faute en parlant de sa vie antérieure, jusque-là toujours pure et toute d'abnégation. Elle sentait bien que là elle était irréprochable. Mais cette honte où elle succombait, d'avoir fidèlement gardé de l'amour à un jeune homme sans position et qui, suivant l'expression exacte et vengeresse de sa sœur, ne lui donnait pas un radis. Henriette, qui n'avait jamais failli, lui apparaissait comme dans une gloire. Elle se sentait condamnée et redoutait les foudres du souverain juge, vis-à-vis duquel elle pouvait se trouver face à face, d'un moment à l'autre. L'ecclésiastique, habitué à toutes les misères humaines, attribuait au délire certains points qui lui paraissaient inexplicables, diffus même, dans la confession d'Olympe. Il y eut là peut-être un quiproquo, certaines expressions de la pauvre enfant ayant rendu l'abbé rêveur 2 ou 3 fois. Mais le repentir, le remords étant le point unique dont il devait se préoccuper, peu importait le détail de la faute. La bonne volonté de la pénitente, sa douleur sincère suffisaient. Au moment donc où il allait élever la main pour absoudre, la porte s'ouvrit bruyamment. C'était Maxime, splendide, l'air heureux et rayonnant, la main pleine de quelques écus et de 3 ou 4 napoléons, qu'il faisait danser et sonner triomphalement. Sa famille s'était exécutée à l'occasion de ses examens. C'était pour ses inscriptions. Olympe, sans remarquer d'abord cette significative circonstance atténuante, étendit, avec horreur, ses bras vers lui. Maxime s'était arrêté, stupéfait de ce tableau. « Courage, mon enfant !» murmura le prêtre, qui crut voir, dans le mouvement d'Olympe, un adieu définitif à l'objet d'une joie coupable et immodeste. En réalité, c'était seulement le crime de ce jeune homme qu'elle repoussait, et ce crime était de n'être pas sérieux. Mais au moment où l'auguste pardon descendait sur elle, un sourire céleste illumina ses traits innocents. Le prêtre pensa qu'elle se sentait sauvée, et que d'obscures visions séraphiques transparaissaient pour elle sur les mortelles ténèbres de la dernière heure. Olympe, en effet, venait de voir, vaguement, les pièces du métal sacré reluire entre les doigts transfigurés de Maxime. Ce fut, seulement, alors, qu'elle sentit les effets salutaires des miséricordes suprêmes. Un voile se déchira, c'était le miracle. Par ce signe évident, elle se voyait pardonnée d'en haut et rachetée. Éblouie, la conscience apaisée, elle ferma les paupières comme pour se recueillir, avant d'ouvrir ses ailes vers les bleus infinis. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent et son dernier souffle s'exhala, comme le parfum d'un lys, en murmurant ces paroles d'espérance. « Il a éclairé !» Véra. À madame la comtesse d'Osmoy. La forme du corps lui est plus essentielle que sa substance. La physiologie moderne. L'amour est plus fort que la mort, a dit Salomon. Oui, son mystérieux pouvoir est illimité. C'était à la tombée d'un soir d'automne, en ces dernières années, à Paris. Vers le sombre faubourg Saint-Germain, des voitures, allumées déjà, roulaient, attardées, après l'heure du bois. L'une d'elles s'arrêta devant le portail d'un vaste hôtel seigneurial, entouré de jardins séculaires. Le cintre était surmonté de l'écusson de pierre, aux armes de l'antique famille des comtes d'Atholl, savoir d'azur à l'étoile abîmée d'argent, avec la devise Pallida Victrix, sous la couronne retroussée d'hermine au bonnet princier. Les lourds battants s'écartèrent. Un homme de 30 à 35 ans, en deuil, au visage mortellement pâle, descendit. Sur le perron, de taciturnes serviteurs élevaient des flambeaux. Sans les voir, il gravit les marches et entra. C'était le comte d'Atholl. Chancelant,
il monta les blancs escaliers qui conduisaient à cette chambre où le matin même il avait couché dans un cercueil de velours et enveloppé de violettes, en des flots de batiste, sa dame de volupté, sa pâlissante épousée, Véra, son désespoir. En haut, la douce porte tourna sur le tapis. Il souleva la tenture. Tous les objets étaient à la place où la comtesse les avait laissés la veille. La mort, subite, avait foudroyé. La nuit dernière, sa bien-aimée s'était évanouie en des joies si profondes, s'était perdue en de si exquises étreintes, que son cœur, brisé de délices, avait défailli. Ses lèvres s'étaient brusquement mouillées d'une pourpre mortelle. À peine avait-elle eu le temps de donner à son époux un baiser d'adieu, en souriant, sans une parole. Puis ses longs cils, comme des voiles de deuil, s'étaient abaissés sur la belle nuit de ses yeux. La journée sans nom était passée. Vers midi, le comte d'Athol, après l'affreuse cérémonie du caveau familial, avait congédié au cimetière la noire escorte. Puis, se renfermant, seul, avec l'enseveli, entre les 4 murs de marbre, il avait tiré sur lui la porte de fer du mausolée. De l'encens brûlait sur un trépied, devant le cercueil. Une couronne lumineuse de lampes, au chevet de la jeune défunte, l'étoilait. Lui, debout, songeur, avec l'unique sentiment d'une tendresse sans espérance, était demeuré là, tout le jour. Sur les 6 heures, au crépuscule, il était sorti du lieu sacré. En refermant le sépulcre, il avait arraché de la serrure la clef d'argent, et, se haussant sur la dernière marche du seuil, il l'avait jetée doucement dans l'intérieur du tombeau. Il l'avait lancée sur les dalles intérieures par le trèfle qui surmontait le portail. Pourquoi ceci? À coup sûr, d'après quelque résolution mystérieuse de ne plus revenir. Et maintenant, il revoyait la chambre veuve. La croisée, sous les vastes draperies de cachemire mauve brochées d'or, était ouverte. Un dernier rayon du soir illuminait, dans un cadre de bois ancien, le grand portrait de la trépassée. Le comte regarda, autour de lui, la robe jetée, la veille, sur un fauteuil. Sur la cheminée, les bijoux, le collier de perles, l'éventail à demi fermé, les lourds flacons de parfum qu'elle ne respirerait plus. Sur le lit d'ébène aux colonnes tordues, resté défait, auprès de l'oreiller où la place de la tête adorée et divine était visible encore au milieu des dentelles, il aperçut le mouchoir rougi de gouttes de sang où sa jeune âme avait battu de l'aile un instant. Le piano ouvert, supportant une mélodie inachevée à jamais. Les fleurs indiennes cueillies par elle, dans la serre, et qui se mouraient dans de vieux vases de Saxe. Et, au pied du lit, sur une fourrure noire, les petites mules de velours oriental, sur lesquelles une devise rieuse de Véra brillait, brodée en perles. Qui verra, verra, l'aimera. Les pieds nus de la bien-aimée y jouaient hier matin, baisés, à chaque pas, par le duvet des cygnes. Et là, dans l'ombre, la pendule, dont il avait brisé le ressort pour qu'elle ne sonnât plus d'autres heures. Ainsi elle était partie. Où donc? Vivre maintenant? Pourquoi faire? C'était impossible, absurde. Et le comte s'abîmait dans des pensées inconnues. Il songeait à toute l'existence passée. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce mariage. N'était-ce pas à l'étranger, au bal d'une ambassade, qu'il l'avait vue pour la première fois? Oui. Cet instant ressuscitait devant ses yeux, très distinct. Elle lui apparaissait là, radieuse. Ce soir-là, leurs regards s'étaient rencontrés. Ils s'étaient reconnus, intimement, de pareille nature, et devant s'aimer à jamais. Les propos décevants, les sourires qui observent, les insinuations, toutes les difficultés que suscite le monde pour retarder l'inévitable félicité de ceux qui s'appartiennent, s'étaient évanouies devant la tranquille certitude qu'ils eurent,
à l'instant même, l'un de l'autre. Véra, lassée des fadeurs cérémonieuses de son entourage, était venue vers lui dès la première circonstance contrariante, simplifiant ainsi, d'auguste façon, les démarches banales où se perd le temps précieux de la vie. Oh, comme, aux premières paroles, les vaines appréciations des indifférents à leur égard leur semblèrent une volée d'oiseaux de nuit rentrant dans les ténèbres. Quels sourires ils échangèrent! Quel ineffable embrassement! Cependant leur nature était des plus étranges, en vérité. C'étaient deux êtres doués de sens merveilleux, mais exclusivement terrestres. Les sensations se prolongeaient en eux avec une intensité inquiétante. Ils s'y oubliaient eux-mêmes à force de les éprouver. Par contre, certaines idées, celles de l'âme, par exemple, de l'infini, de Dieu même, étaient comme voilées à leur entendement. La foi d'un grand nombre de vivants aux choses surnaturelles n'était pour eux qu'un sujet de vagues étonnements, lettre close dont ils ne se préoccupaient pas, n'ayant pas qualité pour condamner ou justifier. Aussi, reconnaissant bien que le monde leur était étranger, ils s'étaient isolés, aussitôt leur union, dans ce vieux et sombre hôtel, où l'épaisseur des jardins amortissait les bruits du dehors. Là, les deux amants s'ensevelirent dans l'océan de ces joies languides et perverses où l'esprit se mêle à la chair mystérieuse. Ils épuisèrent la violence des désirs, les frémissements et les tendresses éperdues. Ils devinrent le battement de l'être l'un de l'autre. En eux l'esprit pénétrait si bien le corps que leur forme leur semblait intellectuelle et que les baisers, mailles brûlantes, les enchaînaient dans une fusion idéale. Long éblouissement. Tout à coup, le charme se rompait, l'accident terrible les désunissait. Leurs bras s'étaient désenlacés. Quelle ombre lui avait pris sa chair morte? Morte? Non. Est-ce que l'âme des violoncelles est emportée dans le cri d'une corde qui se brise? Les heures passèrent. Il regardait, par la croisée, la nuit qui s'avançait dans les cieux, et la nuit lui apparaissait personnelle. Elle lui semblait une reine marchant, avec mélancolie, dans l'exil, et l'agrafe de diamants de sa tunique de deuil, Vénus, seule, brillait au-dessus des arbres, perdue au fond de l'azur. C'est Véra, pensa-t-il. À ce nom, prononcé tout bas, il tressaillit en homme qui s'éveille. Puis, se dressant, regarda autour de lui. Les objets, dans la chambre, étaient maintenant éclairés par une lueur jusqu'alors imprécise, celle d'une veilleuse, bleuissant les ténèbres, et que la nuit, montée au firmament, faisait apparaître ici comme une autre étoile. C'était la veilleuse, aux senteurs d'encens, d'un iconostase, reliquaire familial de Véra. Le triptyque, d'un vieux bois précieux, était suspendu, par sa sparterie russe, entre la glace et le tableau. Un reflet des ors de l'intérieur tombait, vacillant, sur le collier, parmi les joyaux de la cheminée. Le plein nimbe de la Madone en habit de ciel brillait, rosacé de la croix byzantine dont les fins et rouges linéaments, fondus dans le reflet, ombraient d'une teinte de sang l'orient ainsi allumé des perles. Depuis l'enfance, Véra plaignait, de ses grands yeux, le visage maternel et si pur de l'héréditaire Madone, et, de sa nature, hélas, ne pouvant lui consacrer qu'un superstitieux amour, le lui offrait parfois, naïve, pensivement, lorsqu'elle passait devant la veilleuse. Le comte, à cette vue, touché de rappels douloureux jusqu'au plus secret de l'âme, se dressa, souffla vite la lueur sainte, et, à tâtons, dans l'ombre, étendant la main vers une torsade, sonna. Un serviteur parut. C'était un vieillard vêtu de noir. Il tenait une lampe qu'il posa devant le portrait de la comtesse. Lorsqu'il se retourna, ce fut avec un frisson de superstitieuse terreur qu'il vit son maître debout et souriant comme si rien ne se fût passé. « Raymond, dit tranquillement le comte,
Ce soir, nous sommes accablés de fatigue, la comtesse et moi. Tu serviras le souper vers 10 heures. À propos, nous avons résolu de nous isoler davantage, ici, dès demain. Aucun de mes serviteurs, hors toi, ne doit passer la nuit dans l'hôtel. Tu leur remettras les gages de 3 années, et qu'ils se retirent. Puis tu fermeras la barre du portail, tu allumeras les flambeaux en bas, dans la salle à manger, tu nous suffiras. Nous ne recevrons personne à l'avenir. Le vieillard tremblait et le regardait attentivement. Le comte alluma un cigare et descendit au jardin. Le serviteur pensa d'abord que la douleur trop lourde, trop désespérée, avait égaré l'esprit de son maître. Il le connaissait depuis l'enfance. Il comprit, à l'instant, que le heurt d'un réveil trop soudain pouvait être fatal à ce somnambule. Son devoir, d'abord, était le respect d'un tel secret. Il baissa la tête. Une complicité dévouée à ce religieux rêve? Obéir? Continuer de les servir sans tenir compte de la mort? Quelle étrange idée! Tiendrait-elle une nuit? Demain, demain, hélas! Ah, qui savait? Peut-être. Projet sacré, après tout. De quel droit réfléchissait-il? Il sortit de la chambre, exécuta les ordres à la lettre, et, le soir même, l'insolite existence commença. Il s'agissait de créer un mirage terrible. La gêne des premiers jours s'effaça vite. Raymond, d'abord avec stupeur, puis par une sorte de déférence et de tendresse, s'était ingénié si bien à être naturel que 3 semaines ne s'étaient pas écoulées qu'il se sentit, par moments, presque dupe lui-même de sa bonne volonté. L'arrière-pensée pâlissait. Parfois, éprouvant une sorte de vertige, il eut besoin de se dire que la comtesse était positivement défunte. Il se prenait à ce jeu funèbre et oubliait à chaque instant la réalité. Bientôt il lui fallut plus d'une réflexion pour se convaincre et se ressaisir. Il vit bien qu'il finirait par s'abandonner tout entier au magnétisme effrayant dont le comte pénétrait peu à peu l'atmosphère autour d'eux. Il avait peur, une peur indécise, douce. D'athol, en effet, vivait absolument dans l'inconscience de la mort de sa bien-aimée. Il ne pouvait que la trouver toujours présente, tant la forme de la jeune femme était mêlée à la sienne. Tantôt, sur un banc du jardin, les jours de soleil, il lisait, à haute voix, les poésies qu'elle aimait. Tantôt, le soir, auprès du feu, les 2 tasses de thé sur un guéridon, il causait avec l'illusion souriante, assise, à ses yeux, sur l'autre fauteuil. Les jours, les nuits, les semaines s'envolèrent. Ni l'un ni l'autre ne savait ce qu'ils accomplissaient. Et des phénomènes singuliers se passaient maintenant, où il devenait difficile de distinguer le point où l'imaginaire et le réel étaient identiques. Une présence flottait dans l'air. Une forme s'efforçait de transparaître, de se tramer sur l'espace devenu indéfinissable. D'athol vivait double, en illuminé. Un visage doux et pâle, entrevu comme l'éclair, entre 2 clins d'yeux. Un faible accord frappé au piano, tout à coup. Un baiser qui lui fermait la bouche au moment où il allait parler. Des affinités de pensées féminines qui s'éveillaient en lui en réponse à ce qu'il disait. Un dédoublement de lui-même tel qu'il sentait, comme en un brouillard fluide, le parfum vertigineusement doux de sa bien-aimée auprès de lui. Et la nuit, entre la veille et le sommeil, des paroles entendues très bas, tout l'avertissait. C'était une négation de la mort élevée, enfin, à une puissance inconnue. Une fois, d'athol la sentit et la vit si bien auprès de lui qu'il la prit dans ses bras. Mais ce mouvement la dissipa. Enfant, murmura-t-il en souriant, et il se rendormit comme un amant boudé par sa maîtresse rieuse et ensommeillée. Le jour de sa fête, il plaça, par plaisanterie, une immortelle dans le bouquet qu'il jeta sur l'oreiller de Véra. « Puisqu'elle se croit morte, dit-il. » Grâce à la profonde et toute-puissante volonté de M. d'athol, qui, à force d'amour, forgeait la vie et la présence de sa femme dans l'hôtel solitaire,
cette existence avait fini par devenir d'un charme sombre et persuadeur. Raymond lui-même n'éprouvait plus aucune épouvante, s'étant graduellement habitué à ces impressions. Une robe de velours noir aperçue au détour d'une allée, une voix rieuse qui l'appelait dans le salon, un coup de sonnette le matin, à son réveil, comme autrefois, tout cela lui était devenu familier. On eût dit que la morte jouait à l'invisible, comme une enfant. Elle se sentait aimée tellement, c'était bien naturel. Une année s'était écoulée. Le soir de l'anniversaire, le comte, assis auprès du feu, dans la chambre de Véra, venait de lui lire un fabliau florentin, Callimaque. Il ferma le livre, puis, en se servant du thé, « Douschka, dit-il, te souviens-tu de la vallée des Roses, des bords de la Lanne, du château des Quatre Tours? Cette histoire te les a rappelés, n'est-ce pas ?» Il se leva et, dans la glace bleuâtre, il se vit plus pâle qu'à l'ordinaire. Il prit un bracelet de perles dans une coupe et regarda les perles attentivement. Véra ne les avait-elle pas ôtées de son bras, tout à l'heure, avant de se dévêtir? Les perles étaient encore tièdes, et leur orient plus adouci, comme par la chaleur de sa chair. Et l'opale de ce collier sibérien, qui aimait aussi le beau sein de Véra jusqu'à pâlir, maladivement, dans son treillis d'or, lorsque la jeune femme l'oubliait pendant quelque temps. Autrefois la comtesse aimait pour cela cette pierrerie fidèle. Ce soir, l'opale brillait comme si elle venait d'être quittée, et comme si le magnétisme exquis de la belle morte la pénétrait encore. En reposant le collier et la pierre précieuse, le comte toucha par hasard le mouchoir de batiste, dont les gouttes de sang étaient humides et rouges comme des œillets sur de la neige. Là, sur le piano, qui donc avait tourné la page finale de la mélodie d'autrefois? Quoi? La veilleuse sacrée s'était rallumée, dans le reliquaire. Oui, sa flamme dorée éclairait mystiquement le visage, aux yeux fermés, de la Madone. Et ces fleurs orientales nouvellement cueillies, qui s'épanouissaient là, dans les vieux vases de Saxe, quelle main venait de les y placer? La chambre semblait joyeuse et douée de vie, d'une façon plus significative et plus intense que d'habitude. Mais rien ne pouvait surprendre le comte. Cela lui semblait tellement normal qu'il ne fit même pas attention que l'heure sonnait à cette pendule arrêtée depuis une année. Ce soir-là, cependant, on eût dit que, du fond des ténèbres, la comtesse Véra s'efforçait adorablement de revenir dans cette chambre tout embaumée d'elle. Elle y avait laissé tant de sa personne. Tout ce qui avait constitué son existence l'y attirait. Son charme y flottait. Les longues violences faites par la volonté passionnée de son époux y devaient avoir desserré les vagues liens de l'invisible autour d'elle. Elle y était nécessitée. Tout ce qu'elle aimait, c'était là. Elle devait avoir envie de venir se sourire encore en cette glace mystérieuse où elle avait tant de fois admiré son lilial visage. La douce morte, là-bas, avait tressailli, certes, dans ses violettes, sous les lampes éteintes. La divine morte avait frémi, dans le caveau, toute seule, en regardant la clef d'argent jetée sur les dalles. Elle voulait s'en venir vers lui aussi, et sa volonté se perdait dans l'idée de l'encens et d'isolement. La mort n'est une circonstance définitive que pour ceux qui espèrent des cieux. Mais la mort, et les cieux, et la vie, pour elle, n'était-ce pas leur embrassement? Et le baiser solitaire de son époux attirait ses lèvres, dans l'ombre. Et le son passé des mélodies, les paroles enivrées de jadis, les étoffes qui couvraient son corps et en gardaient le parfum, ces pierreries magiques qui la voulaient, dans leur obscure sympathie, et surtout l'immense et absolue impression de sa présence, opinion partagée à la fin par les choses elles-mêmes, tout l'appelait là, l'attirait là depuis si longtemps, et si insensiblement que, guéri enfin de la dormante mort, il ne manquait plus qu'elle seule. Ah! Les idées sont des êtres vivants. Le comte avait creusé dans l'air la forme de son amour, et il fallait bien que ce vide fût comblé par le seul être qui lui était homogène,
Autrement l'univers aurait croulé. L'impression passa, en ce moment, définitive, simple, absolue, qu'elle devait être là, dans la chambre. Il en était aussi tranquillement certain que de sa propre existence, et toutes les choses, autour de lui, étaient saturées de cette conviction. On l'y voyait. Et, comme il ne manquait plus que Véra elle-même, tangible, extérieure, il fallut bien qu'elle s'y trouvât, et que le grand songe de la vie et de la mort entr'ouvrît un moment ses portes infinies. Le chemin de résurrection était envoyé par la foi jusqu'à elle. Un frais éclat de rire musical éclaira de sa joie le lit nuptial. Le comte se retourna. Et là, devant ses yeux, faite de volonté et de souvenir, accoudé, fluide, sur l'oreiller de dentelle, sa main soutenant ses lourds cheveux noirs, sa bouche délicieusement entr'ouverte en un sourire tout emparadisé de volupté, belle à en mourir, enfin. La comtesse Véra le regardait un peu endormie encore. « Roger, dit-elle d'une voix lointaine. Il vint auprès d'elle. Leurs lèvres s'unirent dans une joie divine, oublieuse, immortelle. Et ils s'aperçurent, alors, qu'ils n'étaient, réellement, qu'un seul être. Les heures effleurèrent d'un vol étranger cette extase où se mêlaient, pour la première fois, la terre et le ciel. Tout à coup, le comte d'Atholl tressaillit, comme frappé d'une réminiscence fatale. « Ah! Maintenant je me rappelle, dit-il. Qu'ai-je donc? Mais tu es morte! À l'instant même, à cette parole, la mystique veilleuse de l'iconostase s'éteignit. Le pâle petit jour du matin, d'un matin banal, grisâtre et pluvieux, filtra dans la chambre par les interstices des rideaux. Les bougies blêmirent et s'éteignirent, laissant fumer âcrement leurs mèches rouges. Le feu disparut sous une couche de cendre tiède. Les fleurs se fanèrent et se desséchèrent en quelques moments. Le balancier de la pendule reprit graduellement son immobilité. La certitude de tous les objets s'envola subitement. L'opale, morte, ne brillait plus. Les taches de sang s'étaient fanées aussi, sur la batiste, auprès d'elle. Et s'effaçant entre les bras désespérés qui voulaient en vain l'étreindre encore, l'ardente et blanche vision rentra dans l'air et s'y perdit. Un faible soupir d'adieu, distinct, lointain, parvint jusqu'à l'âme de Roger. Le comte se dressa. Il venait de s'apercevoir qu'il était seul. Son rêve venait de se dissoudre d'un seul coup. Il avait brisé le magnétique fil de sa trame radieuse avec une seule parole. L'atmosphère était, maintenant, celle des défunts. Comme ces larmes de verre, agrégées illogiquement, et cependant si solides qu'un coup de maillet sur leur partie épaisse ne les briserait pas, mais qui tombent en une subite et impalpable poussière si l'on en casse l'extrémité plus fine que la pointe d'une aiguille, tout s'était évanoui. « Oh !» murmura-t-il. « C'est donc fini. Perdue. Toute seule. Quelle est la route maintenant pour parvenir jusqu'à toi? Indique-moi le chemin qui peut me conduire vers toi. » Soudain, comme une réponse, un objet brillant tomba du lit nuptial, sur la noire fourrure, avec un bruit métallique. Un rayon de l'affreux jour terrestre l'éclaira. L'abandonné se baissa, le saisit, et un sourire sublime illumina son visage en reconnaissant cet objet. C'était la clé du tombeau. Vox Populi. À Monsieur le comte de Lille. Le soldat prussien fait son café dans une lanterne sourde. Le sergent off. Grande revue aux Champs-Élysées ce jour-là. Voici 12 ans de subis depuis cette vision. Un soleil d'été brisait ses longues flèches d'or sur les toits et les dômes de la vieille capitale. Des myriades de vitres se renvoyaient des éblouissements. Le peuple, baigné d'une poudreuse lumière, encombrait les rues pour voir l'armée. Assis,
devant la grille du parvis Notre-Dame, sur un haut pliant de bois, et les genoux croisés en de noirs haillons, le centenaire mendiant, doyen de la misère de Paris, face de deuil au teint de cendre, peau sillonnée de rides couleur de terre, mains jointes sous l'écriteau qui consacrait légalement sa cécité, offrait son aspect d'ombre au Te Deum de la fête environnante. Tout ce monde, n'était-ce pas son prochain? Les passants en joie, n'étaient-ce pas ses frères? À coup sûr, espèce humaine. D'ailleurs, cet hôte du souverain portail n'était pas dénué de tout bien. L'État lui avait reconnu le droit d'être aveugle. Propriétaire de ce titre et de la respectabilité inhérente à ce lieu des aumônes sûres qu'officiellement il occupait, possédant enfin qualité d'électeur, c'était notre égal, à la lumière près. Et cet homme, sorte d'attardé chez les vivants, articulait de temps à autre une plainte monotone, syllabisation évidente du profond soupir de toute sa vie. Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Autour de lui, sous les puissantes vibrations tombées du beffroi, dehors, là-bas, au-delà du mur de ses yeux, des piétinements de cavalerie, et par éclats, des sonneries aux chants, des acclamations mêlées aux salves des invalides, aux cris fiers des commandements, des bruissements d'acier, des tonnerres de tambours scandant des défilés interminables d'infanterie, toute une rumeur de gloire lui arrivait. Son ouïe suraiguë percevait jusqu'à des flottements d'étendards aux lourdes franges frôlant des cuirasses. Dans l'entendement du vieux captif de l'obscurité, mille éclairs de sensations, pressenties et indistinctes, s'évoquaient. Une divination l'avertissait de ce qui enfiévrait les cœurs et les pensées dans la ville. Et le peuple, fasciné comme toujours par le prestige qui sort pour lui des coups d'audace et de fortune, proférait en clameur ce vœu du moment. Vive l'empereur! Mais entre les accalmies de toute cette triomphale tempête, une voix perdue s'élevait du côté de la grille mystique. Le vieux homme, la nuque renversée contre le pilori de ses barreaux, roulant ses prunelles mortes vers le ciel, oublié de ce peuple dont il semblait seul exprimer le vœu véritable, le vœu caché sous les hurrahs, le vœu secret et personnel, psalmodiait, augura l'intercesseur, sa phrase maintenant mystérieuse. Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Grande revue aux Champs-Élysées ce jour-là. Voici 10 ans d'envolée depuis le soleil de cette fête. Même bruit, même voix, même fumée. Une sourdine toutefois tempérait alors le tumulte de l'allégresse publique. Une ombre aggravait les regards. Les salves convenues de la plate-forme du Prytanée se compliquaient cette fois du grondement éloigné des batteries de nos forts. Et, tendant l'oreille, le peuple cherchait à discerner déjà dans l'écho la réponse des pièces ennemies qui s'approchaient. Le gouverneur passait, adressant à tous maints sourires, et guidé par l'amble trotteur de son fin cheval. Le peuple, rassuré par cette confiance que lui inspire toujours une tenue irréprochable, alternait de chants patriotiques les applaudissements tout militaires dont il honorait la présence de ce soldat. Mais les syllabes de l'ancien vivat furieux s'étaient modifiées. Le peuple, éperdu, proférait ce vœu du moment. Vive la République! Et là-bas, du côté du seuil sublime, on distinguait toujours la voix solitaire de Lazare. Le diseur de l'arrière-pensée populaire ne modifiait pas, lui, la rigidité de sa fixe plainte. Âme sincère de la fête, levant au ciel ses yeux éteints, il s'écriait entre des silences et avec l'accent d'une constatation: Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Grande revue aux Champs-Élysées ce jour-là. Voici 9 ans de supportés depuis ce soleil trouble. Oh, même rumeur, même fracas d'armes, même hennissement.
plus assourdis encore toutefois que l'année précédente. Criards pourtant. Vive la Commune! Clamait le peuple au vent qui passe. Et la voix du séculaire élu de l'infortune redisait toujours là-bas, au seuil sacré, son refrain rectificateur de l'unique pensée de ce peuple. Hochant la tête vers le ciel, il gémissait dans l'ombre. Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. Et 2 lunes plus tard, alors qu'aux dernières vibrations du tocsin, le généralissime des forces régulières de l'État passait en revue ses 200 000 fusils, hélas encore fumant de la triste guerre civile, le peuple, terrifié, criait, en regardant brûler au loin les édifices, « Vive le maréchal !» Là-bas, du côté de la salubre enceinte, l'immuable voix, la voix du vétéran de l'humaine misère, répétait sa machinalement douloureuse et impitoyable obsécration. « Prenez pitié d'un pauvre aveugle, s'il vous plaît. » Et depuis, d'année en année, de revues en revues, de vociférations en vociférations, quel que fût le nom jeté au hasard de l'espace par le peuple en ces vivats, ceux qui écoutent attentivement... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.